Bonjour, merci à vous d'être présent aujourd'hui. Merci surtout au Dean's Club de nous offrir cette opportunité d'échanger avec vous et d'intervenir ici dans la journée des utilisateurs du Dean's Club. Donc nous, Isatech, alors je vais me présenter juste après, on va se présenter après, mais on souhaitait surtout aujourd'hui donner l'opportunité à un client, donc le groupe Guillemot, de pouvoir partager son expérience sur l'implémentation d'un projet. Donc on va détailler là, pendant 45 minutes sous la forme d'une discussion ouverte. Et bien évidemment, on introduira ensuite les enjeux et les perspectives, notamment de l'apport de l'IA dans ce contexte-là. Mais on va surtout insister sur le métier, sur les problématiques que rencontre le groupe Guillemot et montrer finalement toute la démarche d'analyse préalable avant la mise en place d'un projet, de projets d'intelligence artificielle. Voilà pour l'intro. J'ai perdu ma télécommande. Qu'est-ce que j'ai fait de la télécommande? Elle est là. Tac. Hop. Donc, moi, je suis Simon Lebaillon. Je suis responsable produit chez Isatech. Et donc, on va animer cet atelier avec Denis. Denis, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Denis Sonneuve. Je suis le DSI du groupe Guillemot. La DSI Guillemot, c'est une vingtaine de personnes réparties en 3 équipes. Une équipe qui s'occupe de la partie réseau, qui a travaillé justement avec Isatech pour la mise en place de Dynamics. Une équipe de développement ERP, puisque nous avons un ERP qui est complètement créé en interne, et puis une autre équipe de développement web. Et en fait, toutes les équipes ont vraiment contribué avec Isatech aux différentes phases du projet. Donc on a souhaité, comme tu le rappelais, hein, c'est un projet qu'on a initié, enfin une collaboration qu'on a initiée en 2019, donc autour de la technologie Dynamics 365 Customer Engagement, enfin CRM. On va revenir après sur le contenu de ce projet-là. Mais là, pour notre échange, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment d'insister sur le métier. Donc on va d'abord vous présenter, enfin c'est surtout Denis d'ailleurs, qui va vous présenter l'activité du groupe Guillemot. Je ne sais pas si vous connaissez, certains dans la salle connaissent le groupe Guillemot. Il y a des joueurs, des gamers dans la salle, des joueurs de jeux vidéo, un peu? Non, pas forcément. Bon, après, je pense que ça va vous parler un peu plus alors. Parce que finalement, Guillemot, c'est pas la marque commerciale, c'est pas forcément le nom le plus connu. On va voir ça après. Donc, on va d'abord vous présenter le groupe, son activité. On va ensuite intervenir, enfin détailler finalement la problématique principale qui a été le projet sur lequel on travaille maintenant depuis plusieurs années, qui était autour du service client. Et Denis expliquera les problématiques que rencontre un groupe tel que Guillemot dans ce service qui est clé pourtant. Et ensuite, bien évidemment, on viendra vers la partie système d'information et puis on terminera sur les perspectives autour de l'intelligence artificielle pour répondre à ces problématiques métiers qu'on aura pu détailler. Donc on va commencer par la présentation du groupe. Donc Denis, je te laisse la parole. Oui, donc comme le disait Simon, on retiendra surtout les marques Hercule et Trustmaster. Donc là, peut-être que ça parle un peu plus. Toujours pas? Si? Oui? Levez la main, s'il vous plaît, ceux qui connaissent. Ah, ouf. Oui, quand même. Bon, donc aujourd'hui, vous ferez l'association entre Guillemot et puis Hercule et Trustmaster. Donc Guillemot, c'est une entreprise qui a été fondée en 1984, donc ça fera 40 ans l'année prochaine. C'était créé par 5 frères qui souhaitaient se lancer dans la distribution de matériel informatique. Ils ont donc commencé par être seulement distributeurs, et puis petit à petit, ils ont diversifié leur activité, ou plutôt spécialisé leur activité, pour aller vers la conception, d'une part, de matériel informatique, sous la marque Guillemot d'abord, puis sous les marques Hercule et Trustmaster qui ont été acquises en 98-2000 à peu près, pour avoir une meilleure notoriété de manière à accéder au marché américain. Et une autre marque qui a été aussi créée, que vous connaissez peut-être, c'est Ubisoft. Vous connaissez tous Ubisoft ? Voilà, donc ce sont les mêmes frères en fait qui ont développé ces activités complémentaires. La marque Trustmaster est dédiée à tous les produits qui sont ce sont des accessoires de jeux pour PC et console. Et la marque Hercule est spécialisée dans les produits son aujourd'hui. À l'époque où nous avons acheté la marque Hercule, c'était une référence dans le domaine du graphisme
Donc les premières cartes graphiques ont été commercialisées sous la marque Hercule. Aujourd'hui, c'est une activité qui est trop concurrencée pour qu'une petite entreprise comme Guillemot puisse s'y retrouver. Donc on s'est refocalisé sur des produits son et principalement des produits DJing. On enchaîne sur quelques chiffres. Ouais, juste avant, je voudrais lire la petite phrase du dessous. Ouais. Pour les deux marques, l'objectif, c'est bien d'offrir des produits performants et ergonomiques qui procurent un maximum de plaisir aux utilisateurs finaux dans le domaine du divertissement interactif numérique. C'est vraiment, en fait, on va s'adresser à la fois à des produits, à du grand public et puis à des pros et des passionnés. Vous allez le voir dans quelques slides où on a des setups qui sont plutôt orientés professionnels que juste particuliers. On passe sur les chiffres ? Oui. Donc le groupe Guillemot, c'est 300 collaborateurs à travers le monde. Alors pour vous donner une petite idée des concurrents qu'on peut avoir, Logitech pour la partie Trustmaster, c'est je crois 20 000 collaborateurs ou 6 000 collaborateurs dans le monde. Donc on n'est pas tout à fait dans la même cour. Et puis pour Hercule, notre principal concurrent, ça peut être Pioneer. C'est pareil, en fait, on est vraiment sur des mastodontes qui sont en face de nous. Ça veut dire que pour réussir à se différencier en fait, dans le métier, il faut avoir beaucoup d'agilité. Et c'est ce qui fait vraiment la force du groupe. C'est pour ça qu'on doit faire des produits et toujours beaucoup de do-it-yourself dans la partie système d'information, de manière à être agile pour répondre à des problématiques commerciales, des problématiques logistiques, etc. On distribue des produits dans 150 pays à travers le monde. Nous avons un siège social qui est basé à Carentoire, 4 filiales qui s'occupent de la partie R&D, et puis 3 entités qui font du SAV. Donc, qui focus sur la partie SAV. Elle est basée à Montréal, donc au Canada. Une autre partie qui est basée en France. On a 2 entités, en fait. Il y a une filiale à Carentoire, qui est dans le Morbihan, et une autre filiale qui est située à Rennes. Et enfin, on a une autre équipe R&D à Bucarest, en Roumanie. Alors, le point important là, sur lequel je voulais t'amener, c'est vous travaillez en B2B. Enfin, pour introduire l'importance de la relation client, c'est que vous travaillez en B2B. Le modèle commercial, c'est B2B. Et en fait, c'est B2B2C, c'est-à-dire qu'on vend des produits grand public à des grossistes qui, eux, vont ensuite distribuer ces produits-là au grand public. Ça veut dire que nous, les clients, on a beaucoup de difficultés à avoir leur contact. Et le seul canal qui nous permet de récupérer des informations, c'est bien souvent via des opérations de SAV et des opérations, des opérations publicitaires qui nous permettent de récupérer des adresses mail afin de pouvoir contacter nos clients. Donc c'est un schéma un petit peu particulier. On a donc 2 niveaux de clientèle, en fait, nos grossistes, ce n'est pas du tout l'objectif du meeting d'aujourd'hui, et puis des clients grand public. Vos distributeurs, ils distribuent vos produits, mais ils ne remontent pas les datas sur leurs clients à eux. C'est ça. Donc la particularité, c'est que nous vendons à des grossistes, par contre, nous assurons le SAV. Donc c'est des opérations clés en main, c'est très intéressant pour nos clients. C'est un peu plus compliqué à gérer pour nous. Par contre, c'est ça qui fait la différence de la marque. En fait, c'est ça qui va vraiment donner une vraie notoriété. Petite information supplémentaire par rapport au chiffre d'affaires. 180 millions d'euros en 2022. Je vais vous donner un autre chiffre. C'était 60 millions d'euros en 2019. Donc pendant les phases de Covid, les personnes qui étaient confinées chez elles ont cherché comment s'occuper. Et donc elles ont acheté des produits qui allaient sur leur console pour pouvoir passer du temps sur des jeux vidéo et retrouver les sensations qu'on peut avoir quand on fait du pilotage sur circuit, ce qui était devenu très compliqué. On passe à la suivante, là, juste pour vous continuer de vous immerger dans l'univers des marques de Guillemot. Donc un petit aperçu, en fait, des partenaires avec qui on travaille, Ferrari. C'est pas juste un autocollant qu'on va mettre sur un volant, en fait, quand on travaille avec Ferrari. Il y a tout un cahier des charges à remplir. On bénéficie de leur R&D pour avoir les répliques, enfin tous les éléments qui vont permettre à Guillemot de créer les répliques des produits. Par contre, derrière, ça veut dire que tous les produits vont devoir être vérifiés par Ferrari sur le design, la qualité, tous les éléments qui permettent d'estampiller un produit Ferrari, parce que sinon, si ce n'est pas synonyme de qualité, Ferrari ne vous donne pas l'agrément. On est partenaire exclusif Ferrari depuis plus de 25 ans. Donc
Voilà. Sur Ferrari, tu disais, c'est vraiment une réplique 1 pour 1 du volant. Là. Exact. Hein. Alors, ce n'est pas forcément à l'échelle 1 à chaque fois. On fait toujours des volants qui vont pouvoir rentrer plutôt dans un setup gaming. Par contre, c'est des répliques exactes. Vous allez trouver les mêmes boutons. La seule différence, c'est que le mapping, lui, ne va pas forcément avoir le même effet. Vous avez sur les boutons des Formule 1, par exemple, un bouton pour avoir à boire hein, quand vous êtes avec un petit tuyau dans le casque. Bon, on n'a pas ça sur nos setups de console, heureusement. Ou alors ce ne serait pas de l'eau. Autre partenaire prestigieux, c'est US Air Force. Donc là aussi, en fait, pour la partie flying, alors j'ai pas trop parlé des différentes catégories qu'on a dans les marques qui sont liées à la marque Thrustmaster. On a une catégorie racing, c'est-à-dire que tout ce qui est simulation de course automobile. On a une autre catégorie qui est la catégorie flying. Là, vous avez 3 éléments qui sont liés à cette catégorie. Une partie US Air Force et une partie aviation civile, avec des partenariats forts qu'on a avec Airbus et Boeing, plus US Air Force. Et une autre catégorie qui est la catégorie gaming, c'est-à-dire toute la distribution de gamepad. Et enfin, une dernière catégorie qui est la catégorie des casques audio, qui est de plus en plus en vogue. Et ça aussi, pendant le Covid, c'était quelque chose qui était très recherché, pas seulement pour faire du gaming, mais pour faire du télétravail. Bon, bah, ça marche aussi. Hein. Et les gars du US Air Force, là, ils appellent le service client quand ils ont un problème? Alors, ils n'appellent pas directement. Et évidemment, on a des contacts privilégiés avec les personnes de l'Air Force. On va avoir 2 types de contacts. Des contacts pour la mise au point de nos produits. Et ce que vous voyez ici, c'est des vrais produits Thrustmaster. C'est-à-dire, comme nous avons des partenariats, nos produits peuvent être utilisés par l'US Air Force pour faire des tests. Enfin, pas pour faire des tests, pour faire de la formation. Donc, ils vont avoir leurs propres produits. Et vous voyez, en fait, hein, c'est nos produits qui sont reliés à des PC qui vont permettre de faire de la simulation. Ce n'est pas de la simulation de combat aérien, ça va surtout être utilisé pour avoir les bonnes pratiques en cas de situation d'urgence, pour avoir une formation un peu plus que théorique. Et c'est quand même beaucoup moins cher d'essayer de se former sur un setup de ce type-là que sur un avion de chasse. Il y a un point que tu voulais évoquer, c'était celui du e-sport. Je ne sais pas si on en parle après. On peut en parler maintenant, je ne sais plus, puis on en reparlera après s'il faut. Donc, ah non, je crois que c'est sur la slide d'après. On fera sur la slide d'après. Okay. Alors, dernier élément, en fait, donc des partenaires qui sont prestigieux et puis une présence sur des salons internationaux. Le CES, par exemple, je ne sais pas si vous les connaissez. Hein, on a des salons qui sont professionnels, c'est-à-dire que ça va nous permettre de rencontrer des partenaires, des clients, des fournisseurs. Et puis, il y a des salons qui sont plutôt ouverts à des particuliers. Et là, on va trouver parmi les salons ou parmi les events, la Paris Games Week, le salon de l'auto, où il y a eu une présence. C'est-à-dire qu'on avait un stand, parce que c'était des passionnés d'automobile qui étaient présents au salon. C'est tout à fait cohérent de présenter nos produits. On était présent 24 heures du Mans, on était présent aussi au rallycross de l'OEAC. L'OEAC, je ne sais pas si vous savez où c'est, mais on est à 40 km, c'est-à-dire que 40 heures est à 40 km de l'OEAC. On joue à domicile quand c'est comme ça. On passe sur la suivante. Oui. Ouais. On va terminer avec celle-ci pour l'univers de vos clients. Voilà, et puis là, je vais pouvoir aborder le sujet du e-sport. Les setups qui sont présentés, évidemment, ce n'est pas le setup le plus répandu. Par contre, c'est pour vous montrer l'éventail qu'on a parmi nos clients. Des clients qui vont être grand public, plutôt famille, c'est-à-dire des personnes qui vont acheter un volant d'entrée de gamme pour s'amuser quelques heures le week-end en famille ou avec des copains. Et à l'inverse, on va avoir des équipes de passionnés qui vont vraiment mettre beaucoup d'investissement dans des produits. Et forcément, quand on met beaucoup d'investissement dans des produits, on attend un énorme retour. Il faut qu'il y ait de la réactivité, il faut qu'il y ait de la résistance, c'est-à-dire qu'il faut que le produit soit solide, parce que ce sont des personnes qui vont commencer vraiment à être dans du professionnel, enfin semi-professionnel, voire professionnel. Et dans ces personnes-là, on va avoir... Alors là, j'ai mis quelques éléments. Vous connaissez peut-être pas Louis Vanel, mais il est instructeur de... je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, c'est de l'acrobatie aérienne. Dans l'avion de chasse. Oui, c'est un ancien pilote d'avion de chasse. C'est un ancien pilote d'avion de chasse, et maintenant il fait la voltige. On appelle ça la voltige. Voilà, c'est le terme que je cherchais, merci. Donc ça, c'était au Salon du Bourget, où on avait un partenariat avec lui. Puis si vous cherchez sur Internet, Louis Vanel, vous allez trouver
il a été interviewé par les équipes Trustmaster qui étaient sur place. Donc autre je ne vais pas dire client, autre partenaire prestigieux, Charles Leclerc. Alors il n'est pas forcément toujours avec des volants Trustmaster. Par contre, ici, il y avait un petit challenge et il s'était amusé à faire un tour de piste avec un bandeau sur les yeux, donc à l'aveugle. Bon, il vaut mieux le faire en simulation qu'avec une vraie voiture, mais c'était avec un volant Trustmaster. Et peut-être pour terminer sur le sujet rapidement, là, sur la partie e-sport. Oui, alors, on est sponsor de beaucoup d'activités. Notamment, il y avait les Olympiques... les Jeux Olympiques les Jeux Olympiques virtuels, ouais, ou les Jeux Olympiques e-sport qui se situaient à Singapour, pour lequel Trustmaster était présent et sponsorisait et avait donc un certain nombre d'accords. C'est-à-dire que nous avions nos produits pour pouvoir faire une compétition de qualité. On va enchaîner sur la deuxième partie. Ouais. Là, l'idée, on a insisté un peu sur l'univers, mais c'est pour que vous compreniez aussi finalement la complexité, la variété des utilisateurs finaux, et puis aussi le niveau d'exigence auquel Guillemot doit répondre lorsque parfois il y a des questions ou peut-être aussi parfois des petits soucis. Donc là, on va faire un focus maintenant sur les problématiques du service client. Et comme tu le dis à chaque fois, c'est un service qui est gratuit. C'est vous qui apportez ce service après-vente. Il est quand même coûteux quand on a, combien tu disais, vous êtes présent dans 150 pays. Oui, c'est ça. Et effectivement, gratuit, c'est-à-dire qu'il est doublement gratuit. Il est gratuit pour les utilisateurs finaux, mais c'est aussi un service qu'on va fournir à nos grossistes. On leur dit, vous allez pouvoir distribuer de la marchandise, mais ce n'est pas vous qui allez vous occuper du SAV. Donc c'est très intéressant pour eux. C'est aussi très intéressant pour nous parce que grâce à ce SAV, nous avons la possibilité de capter des contacts, donc les adresses mail, et puis de mieux connaître nos utilisateurs cibles. Par contre, évidemment, ça a un coût. Et ce qu'il faut, c'est réussir à être le plus performant, le meilleur possible. Donc le service client, c'est une activité qui est transversale avec beaucoup d'autres services. La porte d'entrée, évidemment, c'est le SAV, c'est-à-dire que nous allons avoir toutes les requêtes des utilisateurs qui vont être concentrées, qui vont passer par le SAV. Par contre, il va y avoir pour les traiter plusieurs services qui vont être impactés, à commencer par la logistique. À partir du moment où on a besoin de faire un retour produit, la logistique doit être informée qu'il y a un retour qui est prévu, savoir si le colis... Alors, les retours produits, quand ils sont en garantie, c'est forcément donc à la charge de l'entreprise. Donc on doit savoir quand est-ce que le produit a été pris en charge par un transporteur, quand est-ce qu'il va être arrivé, communiquer aussi avec le client pour lui donner tout ce suivi-là, quand est-ce que le produit va être réparé, quand est-ce qu'il va être expédié ensuite pour la réparation du problème. Quand c'est pas dans le cadre de la garantie, on a le même processus. Par contre, en plus, il va y avoir un devis qui va être envoyé au client pour que le client puisse nous dire s'il accepte ou pas de faire cette réparation. Tu disais, vous avez aussi une activité de vente en direct ? Oui. Alors, c'est vrai que j'ai dit qu'on était essentiellement B2B. Aujourd'hui, c'est 95% de notre activité et nous avons quand même 5% à peu près. Still counting, ça veut dire qu'on est vraiment en phase d'évolution de cette partie-là. L'objectif, c'est que petit à petit, on puisse vendre le plus possible en direct parce que nous avons les moyens de le faire. Aujourd'hui, nous avons un shop. Depuis 10 ans, en fait, nous avons un shop. Mais ce n'était pas l'objectif parce que vendre par ce shop-là crée de la concurrence avec les clients que nous adressons en B2B. Par contre, c'est quelque chose qu'on souhaite développer parce que c'est un moyen très intéressant pour se démarcher de solutions telles que Amazon, par exemple. L'autre élément que tu indiquais aussi, c'était la dimension essentielle du SAV pour deux autres services qui sont le service marketing et le service R&D. Exactement. Le marketing, parce que c'est un moyen de capter des contacts. Donc évidemment, il y a un vrai intérêt. C'est aussi, le marketing est aussi sollicité pour réussir à apporter des réponses parfois diplomatiques par rapport à des situations qui sont un peu embarrassantes. Donc il y a une reformulation possible ou ce qu'on appelle des official statements, c'est-à-dire la vision officielle de ce qu'il faut expliquer aux clients par rapport à des problématiques qu'on peut avoir sur des problèmes de qualité sur certains produits, par exemple. Donc l'autre département, c'est la R&D. Le SAV va remonter des informations concernant des potentiels points de
de défauts sur des produits. Ils vont pouvoir faire l'objet ensuite d'un patch, quand c'est possible, hein, si jamais ce sont des problématiques qui sont liées au BIOS, donc des problématiques logicielles. Ou alors, au contraire, c'est des éléments qui vont être pris en compte dans la conception des nouveaux produits. On reviendra après, mais autour de ce schéma, finalement, et c'est un peu aussi un des enseignements là, du projet dont on parle, en tout cas du travail qui a été effectué depuis 5 ans, c'est enfin, ça paraît évident aujourd'hui, mais le fait de pouvoir centraliser l'information sur le SAV pour pouvoir la mettre à disposition et mettre en place aussi des indicateurs à disposition de tous les autres services. On ne reviendra pas sur la situation qui était avant, mais c'était beaucoup plus difficile. Et donc là, aujourd'hui, finalement, vous avez de la data à dispo et qui permet de se projeter pour la suite. Exact. Alors, je parlais justement de la situation un petit peu avant, puisque c'était une des problématiques de la DSI qui était de faire en sorte d'apporter une solution qui était plus moderne que celle que nous avions auparavant. Donc la solution était un peu plus bridée, on avait moins de possibilités d'évolution, moins de possibilités d'interfaçage avec d'autres systèmes. Ça veut dire que cette situation transverse était souvent complétée par des échanges de mails, donc c'était plus tout à fait souhaitable. Et puis, c'était une solution on-premise. Ça nous intéressait beaucoup d'avoir une solution cloud, parce que, comme je vous l'ai dit, on a une petite équipe informatique pour 300 personnes. Ça veut dire qu'il y a une partie de l'équipe qui est sollicitée pour le développement de l'ERP, une autre pour le suivi bureautique, et il nous restait assez peu de disponibilité pour maintenir en condition opérationnelle un nombre de serveurs important. Donc plus on a de solutions qui sont cloud, pour lesquelles on n'a plus besoin plutôt d'apporter du suivi, et bien, plus les équipes informatiques peuvent être dédiées à d'autres choses plus intéressantes. On va avancer, on va faire un petit focus sur la partie SAV, là, et puis surtout sur les profils qui sont impliqués, les personnes, les êtres humains qui sont impliqués dans cette démarche SAV. Et si on a tenté de résumer un peu les différents profils et leurs propres problématiques, je te laisse commenter ces éléments-là. Oui, alors je vais surtout axer sur, comme le dit Simon, les problématiques qui sont liées au profil des agents SAV. On dit souvent que les agents SAV, ce n'est pas un métier de carrière, c'est-à-dire que c'est plutôt quelque chose qu'on va faire un petit peu comme les personnes qui servent au McDonald's. On va avoir des étudiants, ils vont faire ça pendant une période de leur vie, plus pour réussir à avoir un complément de revenus ou pour se faire des revenus dans des moments où ils en ont besoin. Les étudiants, c'est typiquement le cas. Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de turnover sur cette population SAV. Or, contrairement à McDonald's, où on va avoir des solutions, enfin, on va avoir une problématique où c'est relativement simple de préparer des commandes. Pour la problématique de répondre à des questions sur des produits hautement technologiques, avec une attente très forte de la part de nos agents, enfin de nos clients, les étudiants, en fait, ont besoin d'acquérir des connaissances, et au moment où ils sont vraiment opérationnels, eh bien, ils vont commencer à voler de leurs propres ailes. Ils mettent à profit leurs études pour trouver un métier qui est plus en phase avec ce qu'ils recherchaient. Et puis la sollicitation des étudiants, tu dis, c'est aussi par rapport à vos pics d'activité, c'est-à-dire les moments où les clients vous sollicitent, ça correspond à des périodes très particulières dans l'année, quoi. Oui, c'est ça. On a une activité qui est très saisonnière. Black Friday, on a pas mal de questions. Donc ça ne va pas forcément être des questions techniques pour des réparations de produits, ça va plutôt être des questions concernant de l'avant-vente, et notamment des problématiques de compatibilité. Avant d'acheter le produit, on veut s'assurer que ça va pouvoir marcher. D'autant que ce n'est pas forcément la personne qui achète le produit qui va l'utiliser. Dans des périodes de Black Friday ou de Noël, on va avoir la petite amie qui va acheter quelque chose pour son ami, et elle n'a pas forcément les compétences. Donc le bon réflexe, c'est d'aller chercher de l'information auprès du SAV. On enchaîne sur la suite. Okay. Ouais, je fais attention au niveau des techniques. Vas-y. Bon, après, on est bon encore. Là, c'est de refaire un focus maintenant sur le système d'information et la façon dont il a évolué pour déjà répondre à une partie des problématiques là, qu'on a esquissées, et notamment permettre à ces fameux agents d'avoir un outil plus professionnel pour les accompagner dans les niveaux de réponse et dans aussi la mise à disposition de ces informations. Je te laisse ici redétailler un peu la structure ou l'architecture du système d'information tel qu'il a pu évoluer. Oui, en fait, c'est un système d'information, mais qui n'est pas juste monté à partir d'une seule brique. C'était d'ailleurs une des forces de Microsoft Dynamics quand on a choisi cette solution, c'est de pouvoir rajouter beaucoup d'éléments autour, puisque la solution Dynamics
pure n'apporte pas toutes les solutions que nous recherchions. En revanche, c'est suffisamment ouvert pour qu'il y ait des solutions, des modules qui viennent se brancher dessus. Une des problématiques qu'on avait, évidemment, hein, c'est le multicanal. Ce que nous avons noté ici, en 1, c'est un espace client. De plus en plus, les utilisateurs souhaitent se connecter pour avoir tout le suivi sur leur dossier. C'est quelque chose que nous n'avions pas dans la solution précédente. Donc c'est un très bon point d'avoir ajouté ça. Garder la possibilité aussi d'échanger par mail, appel téléphonique, du chat. Une problématique qu'on a aussi d'ailleurs avec nos clients Amazon, c'est-à-dire que nous vendons des produits à Amazon, mais c'est le SAV Guillemot qui assure le suivi SAV pour Amazon. Donc nous avions nos agents qui se connectaient sur le site. Ça veut dire qu'ils avaient l'ancienne solution, la nouvelle solution, enfin, beaucoup d'éléments pour pouvoir répondre. Ce n'est pas très pratique. Ce qu'on a réussi à mettre en place, parce qu'il y avait une très forte contrainte d'Amazon, c'était qu'à chaque fois qu'il y a une demande qui est faite d'un client sur le site Amazon, il y a des mails qui sont envoyés dans Dynamics. Comme ça, les agents ont l'intégralité des requêtes, que ce soit des requêtes qui viennent de tous ces canaux-là. Le dernier canal que j'ai indiqué, c'est des produits connectés. Alors ça commence, hein, aujourd'hui ils ne sont pas suffisamment connectés pour envoyer directement des requêtes dans le CRM, mais c'est quelque chose vers lequel on pourra se tourner. Tu disais la répartition sur les canaux, c'est quoi majoritairement c'est quoi les principaux canaux et sur quelle répartition? Alors majoritairement, les requêtes sont à 85% sur la partie espace client mail. Pour le reste, c'est pas forcément que nous avons pas de requêtes où il n'y a pas d'enjeu. C'est plutôt lié à la disponibilité des agents qui sont en face. C'est-à-dire qu'on n'est pas en capacité de prendre des appels ou de faire du chat suffisamment, puisque une bonne partie des requêtes qui sont faites va être faite le soir, le week-end, et c'est pas forcément à ces moments-là que les agents sont plus disponibles. Sur le projet, si je me rappelle bien, des éléments, c'était des enjeux, c'était de structurer. Hein, comme tu disais, vous êtes une petite équipe. C'est comment on structure, comment on partage, comment on met à disposition l'information. Et je crois que sur Customer Service, je ne sais pas d'ailleurs si on peut peut-être faire un petit focus sur la brique Dynamics Customer Service. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Dans l'univers de Dynamics 365, vous avez un module qui s'appelle Customer Service. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Non, pas spécifiquement. Je te laisse en deux mots expliquer le bénéfice. En quelques mots. Alors, le Dynamics, c'est un outil, en tout cas c'est ce que nous on a perçu, hein, c'est un outil qui permet de gérer les demandes d'utilisateurs, donc par l'intermédiaire de tickets. Ça, c'est un premier gros volet intéressant. Et puis le second volet intéressant, c'est que c'est adossé à une base de connaissances qui permet d'apporter des réponses, ou en tout cas de proposer des réponses aux demandes des utilisateurs. C'est les deux points principaux. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, nous avons un complément de modules qui permet de faire des newsletters, qui permettent de faire du marketing automation. C'est la suite marketing. Toute la suite marketing de Customer Insight Journeys, pour faire le titre raccourci. Okay. Voilà, donc ce que j'ai pu, ce que je présente ici, c'est le lien que nous avons entre la base de connaissances de Dynamics et la possibilité directement dans Dynamics de rédiger des articles qui vont ensuite être publiés ou non directement sur notre site support. Il y a juste une petite distinction, les articles de base de connaissances internes, qui sont des instructions qu'on va donner à des agents pour répondre à une problématique adressée par un client, et puis à l'inverse, les articles de base de connaissances publics qui, eux, vont pouvoir se retrouver directement sur notre site. Plus il y a d'articles de diffusés sur notre site, moins on a de requêtes au niveau du SAV, puisque c'est du self-service en fait. Hein. Les utilisateurs vont venir sur notre site support, vont pouvoir poser des questions et trouver les réponses. Ils vont même pouvoir poser la question sur un moteur de recherche qui va les adresser directement sur le bon lien sur notre site. Ça, c'était sur la partie base de connaissances. Donc, c'est déjà un premier moyen d'aider les nouvelles ressources à monter en compétences. Et puis, lors du déploiement, je crois que vous avez aussi mis en place certains automatismes aussi pour accélérer les traitements. C'est ça, il y a un petit peu de mécanique. Alors aujourd'hui, c'est de la mécanique un petit peu automatique, si vous voulez, mais on n'est pas encore dans de l'intelligence suffisante. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire du paramétrage
pour que cette mécanisme puisse marcher. On a donné 2 exemples. On a besoin bien souvent de traiter des cas en priorité. Et vous vous doutez bien que quelqu'un qui a le joli setup que vous avez vu tout à l'heure, on n'a pas envie qu'il aille voir notre concurrent. Donc on va le traiter en priorité. Et cette démarche-là, on va la faire de 2 manières. D'une part, par rapport au type de produit. Plus on va être dans des produits haut de gamme, plus ils seront traités en priorité. Si c'est des produits qui viennent de sortir, c'est pareil, on va considérer que ce sont des produits qui sont prioritaires. Et puis, deuxième critère de priorité, ça va être les informations dont on va disposer sur un contact. Si c'est un contact qui est fidèle à la marque depuis longtemps, on le traitera en priorité par rapport à un premier contact. Si c'est un contact type ambassadeur, bah là aussi, on a tout intérêt à lui apporter des réponses rapidement. Et de la même manière, une personne qui va être ambassadeur ou qui a un fort background technique, ces réponses ces questions vont nous permettre d'élaborer d'autres plans de réponse pour des clients qui auront un background technique moindre. Concrètement, si jamais c'est quelqu'un qui est un ambassadeur et qui connaît bien nos produits, clairement, s'il nous contacte le SAV, c'est qu'il a un niveau de technicité il a déjà fait son diagnostic, en fait. C'est-à-dire qu'il va nous aider un petit peu à découvrir des nouveaux problèmes. Donc c'est bien d'aller les traiter en priorité par rapport à des personnes pour lesquelles il va falloir beaucoup plus d'échanges de mails. Donc un des points pour justement mettre en place ces scénarios de traitement personnalisé, c'est de pouvoir prioriser l'information. Et ce qui se passe aussi, c'est que vous en avez beaucoup des sollicitations. Là, c'est un extrait alors, on vous a pas mis il y a le Power BI qui est branché sur le Customer Service qui est derrière. Mais là, on vous a remis les infos clés qui sont rendues possibles par cette centralisation de l'information, par le fait d'avoir un Customer Service qui agrège toutes les informations. Je te laisse. Oui, là aussi, ça fait partie des éléments qui étaient très intéressants par rapport à la solution qui a été apportée. C'est qu'auparavant, on n'avait pas forcément suffisamment d'informations, ou en tout cas, elles n'étaient pas corrélées pour nous permettre de faire un bon pilotage de l'activité. Aujourd'hui, on a ces informations-là. On sait qu'on a 2 millions de visiteurs par an sur nos sites support. Ces 2 millions de visiteurs vont ouvrir que 55 000 tickets. Ça fait 2,75% de visiteurs sur le site qui ouvrent un ticket. Donc c'est relativement peu. Ça fait quand même beaucoup puisque on a une petite équipe d'agents qui vont les traiter, ça veut dire 150 requêtes par jour. Et c'est des requêtes qui vont être à plus ou moins haut niveau de technicité, donc qui vont peut-être nécessiter une escalade. Dans les autres informations qu'on a par rapport à ce tableau de bord qu'on a pu mettre en place, 40% qui sont liés à une information publique. Ça veut dire qu'on a des requêtes où potentiellement, si les clients avaient cherché sur nos sites, ils auraient pu trouver tout seuls l'information en self-service. Ils ne l'ont pas trouvé pour plein de raisons. Donc il faut qu'on arrive à trouver pourquoi, de manière à rendre l'information plus facile, de manière à ce qu'ils n'appellent pas le support. 80% passent par l'espace client, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, ce n'est pas des appels téléphoniques, ce n'est pas du chat. 90% concernent la marque Trustmaster. C'est aussi pour ça qu'on a fait le focus aujourd'hui sur cette marque-là, sachant qu'on a aussi la marque Hercule. Et 55% en anglais. Donc il reste un certain nombre de requêtes qui sont dans d'autres langues, majoritairement du français, mais aussi italien, allemand, espagnol, et potentiellement d'autres à venir. Donc là, la problématique sur les langues, je ne crois pas qu'on en avait parlé tout à l'heure, c'est de pouvoir trouver justement des agents qui vont parler toutes ces langues-là. Oui, c'est ça. Un des critères de recrutement, ce n'est pas les compétences techniques, ça va être plus la compétence linguistique qui permet de bien comprendre le client et d'apporter une réponse dans un langage tout à fait adapté. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'escalade en fait, vers des agents experts qui, eux, ne vont pas maîtriser la langue, mais vont bien maîtriser la technicité sur nos produits. On passe sur la dernière partie ou c'est bon pour toi? Ouais. Donc là, on vous a dressé le portrait de la société. Donc là, le projet qui a été mis en place depuis 5 ans autour de Customer Service, un des grands bénéfices, ça a été de structurer, de centraliser, de rendre une data exploitable. Les problématiques qu'on vous a présentées autour du travail des agents, alors je ne sais pas si vous êtes habitué des systèmes de service client, mais voilà, on est encore un peu dans du manuel, mais on se retrouve sur des problématiques de compétences, on se retrouve sur des problématiques de personnalisation. Et là, en fait, ce qu'on voit arriver avec Copilot depuis quelques mois, en fait, on se rend compte que Guillemot
pile poil dans la cible et que les scénarios mis en avant par Microsoft au travers des outils Copilot correspondent parfaitement. Donc là, l'idée pour Guillemot, c'est de voir comment on peut aller encore plus loin vers une exploitation de l'intelligence artificielle pour répondre à ces enjeux. Donc à nouveau, satisfaction des clients, personnalisation de l'expérience, et puis dans un contexte aussi de ressources humaines assez tendues, c'est-à-dire comment partager la connaissance, comment rendre efficace et pertinent des jeunes étudiants disponibles, mais qui ne vont pas forcément connaître les produits. Donc tout ça, c'est un ensemble d'enjeux et de problématiques très opérationnelles auxquels il va falloir répondre de façon intelligente. Donc là, je vous ai présenté la roadmap qu'on a construite sur comment prioriser ces problématiques et comment les traiter les unes après les autres. Alors, ça peut paraître un peu ambitieux. Je vais tout mettre pour dégager l'animation, comme ça je serai débarrassé. Et on va faire un focus peut-être d'abord sur 2023. La priorité pour toi, c'était déjà de se dire comment on peut traiter ces fameux, c'est 40% des demandes qui concerne en fait une information qui est disponible. Donc il faut imaginer que un agent, il va recevoir un chat, un mail pour en gros, est-ce que ma console, est-ce que mon appareil est compatible avec telle console, quoi. Il dit oui, regardez sur le site, vous allez voir que c'est compatible. Limite, regardez sur la boîte de l'emballage, c'est indiqué que c'est compatible. Donc il faut se mettre à la place des agents et de se dire ok, j'ai une fois cette question, j'ai 2 fois cette question, 3 fois cette question, 5 fois, 10 fois, 100 fois, 150 fois. À la fin, ça, je pense que ça peut un peu monter. Donc comment finalement traiter, automatiser, filtrer ces demandes sans valeur ajoutée, ces problèmes où finalement le problème se trouve, comme on dit, entre le clavier et la chaise. Donc comment les traiter, les structurer pour permettre aux agents de passer un peu plus de temps sur des vrais sujets, sur des sujets à plus forte valeur ajoutée. Là-dessus, donc ça c'est le travail sur lequel vous avez commencé en 2023. Tu peux peut-être nous dire un peu ce que vous avez tenté là-dessus? Oui, en fait, on a utilisé les API de ChatGPT et ce qu'on a fait, c'est se brancher sur Dynamics d'un côté et ChatGPT de l'autre pour envoyer les requêtes des utilisateurs dans ChatGPT et recueillir le résultat de la requête de ChatGPT. Le résultat avait besoin d'être affiné, on va dire. C'est-à-dire qu'on avait des réponses qui étaient incomplètes, parce qu'en fait, ChatGPT, c'est très bien, c'est des modèles d'intelligence artificielle, mais c'est quand même basé sur un entrepôt de données. Si les données ne sont pas suffisamment pertinentes, la réponse ne le sera pas plus non plus, quoi. Donc ça, c'est ce que vous avez fait. J'ai bien aimé au départ que tu as rappelé que vous aviez quand même, compte tenu de la structure de l'entreprise, cette culture du do-it-yourself. Et ce qui est marrant, c'est qu'en discutant avec Denis justement sur cette expérimentation, ça tombait juste là en début d'année sur les annonces de Copilot. Et en fait, les scénarios présentés de Copilot Customer Service répondait juste exactement aux besoins de Denis et Guillemot. Donc là, on est en train d'organiser, on va dire, pas un combat, mais un petit compete entre, d'un côté, ce que permet de faire ChatGPT sur ce type de problématique, et puis ce que fait Copilot, qui là est simplement, comme ça a été dit par mes camarades sur les autres produits, je dirais en une demi-journée, finalement, vous activez le paramétrage et il va permettre à vos agents d'interagir avec un agent humain pour accéder à l'ensemble des informations disponibles dans les bases de connaissances. Donc là, c'est des choses qu'on est en train de... Oui, je vais ajouter un autre élément aussi. En fait, on utilise de l'intelligence artificielle, mais on le fait encore beaucoup de manière artisanale. C'est-à-dire que pour les problématiques de langue, par exemple, je vous ai dit qu'on avait l'italien ou l'allemand, mais en fait, on a un seul agent qui parfois part en vacances. Et par contre, on a toujours des clients qui, eux, posent les questions. Donc ce sont des personnes qui ne sont pas nativement habituées à parler italien. Et la réponse à cette problématique-là, elle est toute simple. On fait un copier-coller dans un outil de traduction. Il nous traduit la requête et on va faire la même chose avec la réponse. Et en plus, c'est un copier-coller, on lui envoie le résultat par mail. Ça, c'est typiquement quelque chose qui serait intéressant à automatiser avec une intelligence artificielle. Bon, sur la partie multilingue, vous l'avez vu, on l'a mis dans la roadmap, mais c'est à plus long terme. Donc là, la priorité, c'est d'automatiser, de traiter, de filtrer ces demandes, je dirais, sans valeur ajoutée. Comment apporter rapidement une réponse sûre sur oui, c'est pas non seulement mon appareil est disponible est compatible avec telle plateforme, tel PC, telle console, mais c'est surtout avec quel jeu,
avec quelle version de jeu. Et là, on peut arriver sur des problématiques assez lourdes, voire même très complexes, qui ne sont pas aussi simples que ça. Et trouver la réponse, c'est parfois un peu compliqué. Donc là, on sait que Copilot là-dessus peut nous aider. Et c'est aussi très variable, hein. C'est-à-dire qu'une information à un instant T va peut-être changer 1 ou 2 mois après, en fonction des sorties de produits, en fonction des sorties de consoles, des patchs qu'il peut y avoir. Un produit peut être compatible à un instant T, et puis 2 semaines après, il ne l'est plus. Donc on va avoir un pic de demande avec une incertitude, en fait. Et le rôle du SAV de Trustmaster, par rapport à ce qu'on peut trouver comme information sur des forums, c'est de donner la réponse officielle. Deuxième point là, qui est planifié plus sur 2024, alors même si on a déjà commencé à travailler dessus, c'est de pouvoir enrichir l'expérience client online avec entre autres le Copilot Studio. Donc là, c'est comment finalement réutiliser toute l'information qui est disponible déjà sur vos sites support pour la rendre disponible au travers du chatbot. Donc là, c'est le Copilot Studio qui vient remplacer finalement le live chat que vous avez aujourd'hui, qui est finalement assez peu exploité, plus du fait de la disponibilité des équipes que vraiment de l'intérêt de la solution. Et puis l'autre gros chantier pour 2024, c'est surtout continuer de structurer la base de connaissances, parce que oui, l'intelligence artificielle, mais là, dans le contexte particulier de Guillemot, il faut s'appuyer sur des données qui sont parfois disponibles publiquement, mais qui souvent sont surtout des données internes, et souvent aussi des données qui restent uniquement dans la tête de quelqu'un ou dans des historiques de mails. Donc là, c'est tout le travail de structuration, de production de ces bases de connaissances. Donc là, c'est un assez gros chantier. Vu qu'il nous reste 4 minutes, je vais peut-être pas détailler tous les autres, même si on se rend compte qu'il y a des enjeux, je vais le faire rapidement, sur aider ces juniors à monter en compétences et pouvoir aussi valider que les réponses apportées soient les bonnes. Tout le travail autour de la segmentation comportementale, donc là c'est plutôt un besoin pour les équipes marketing, comment on vient capitaliser et exploiter de façon beaucoup plus fine toutes ces données qui sont disponibles aujourd'hui dans Customer Service pour raffiner les segmentations. Donc là on n'est plus dans Customer Service, on est dans Customer Insight Journeys. Donc sur l'automatisation des campagnes, sur la segmentation. Sur la partie traduction temps réel, donc ça c'est plutôt de la roadmap 2026, parce qu'on sait que c'est pas encore complètement mature. Et puis aussi de pouvoir, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, aujourd'hui les règles de routage sont sur des critères assez simples. Là l'idée c'est de pouvoir faire une technologie qui s'appelle l'Unified Routing, qui permet, selon des règles plus avancées, d'orienter la bonne question vers le bon agent pour maximiser la réponse rapide. Le point sur lequel je voulais terminer, c'est la ligne qu'on a en bas, et ça c'est quand même un point extrêmement important, c'est que là-dedans, certes, les technos, elles sont formidables, on peut faire plein de choses, malheureusement, il faut quand même pas oublier les humains qui les utilisent. Et donc ça, c'est vraiment un des points sur lesquels on travaille particulièrement, c'est comment accompagner le changement, accompagner ces agents, parce que là, ce qu'on leur demande, c'est pas simplement d'utiliser un nouvel outil, qui en plus va tout faire à leur place, mais on leur demande de changer de profession, on leur demande de changer de métier. Et là où certains agents, finalement, pouvaient aussi parfois trouver leur place en disant moi j'ai un niveau d'expertise, moi on me sollicite en permanence. Alors oui, d'un côté, peut-être que je vais râler parce que j'ai trop de questions. En attendant, toutes ces questions, toutes ces sollicitations, ça a un rôle social, ça permet aussi de le valoriser. Ma connaissance, my knowledge is my power, on disait souvent, ça en fait, ça perdure. Et pour que ces systèmes-là, ils fonctionnent, à un moment, on va avoir besoin d'accompagner ces agents en leur expliquant que leur métier, ça ne va plus être demain de répondre à des centaines de sollicitations par jour, mais ça va être plutôt de structurer la connaissance, de structurer l'information pour permettre à des agents conversationnels d'apporter la réponse, non plus à un rythme de 150 par jour, mais de 400, de 500, de plusieurs milliers de sollicitations par jour. Et ça, c'est un vrai travail sur l'humain, c'est un vrai travail de fond, et qui est loin d'être évident, et qui, à mon sens, est parfois peut-être un peu trop oublié finalement dans ces projets IA, en tout cas ici dans le contexte de Customer Service. Là-dessus, je te laisse peut-être compléter le mot de la fin, comme ça on sera pile poil dans le timing. C'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités, on en a parlé aussi ce matin. Vous avez vu qu'on avait mis en place la partie téléphonie, ça pourrait nous intéresser d'avoir des retranscriptions, des résumés des échanges téléphoniques. Il y a d'autres possibilités aussi, par exemple, pour évaluer des juniors. Aujourd'hui, c'est fait par des superviseurs qui doivent écouter une partie de la conversation pour ensuite apporter une estimation de la pertinence des réponses qui ont été apportées. Donc tout ça, c'est des éléments qui seraient
intéressant. Le meeting qu'il y avait tout à l'heure, j'ai bien aimé le commentaire, c'était on se prend à rêver, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a tout un champ des possibles qui est complètement ouvert. Reste à prioriser les éléments sur lesquels on a envie de se positionner. On est pile poil dans le temps. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Bon, tout a été super clair. Ou des commentaires? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Et je vous souhaite une bonne après-midi.